Rémi. Bonjour Je suis Guillaume. content de te voir. Aujourd'hui, j'ai encore quelques petites questions à te poser en 4 parties. La première partie, c'est un peu sur le salaire des dentistes. Je voudrais avoir ton avis sur les chiffres que j'ai pour juger. Donc, j'ai trouvé que la moyenne des BNC, des dentistes en France, est 92 000 euros. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors déjà, première chose, on ne parle pas de salaire pour les professions libérales, c'est-à-dire ceux qui exercent, mais de bénéfices ou de rémunération de gérance. Quand on parle de salaire, ça sous-entend un salaire brut qui est soumis à cotisation salariale et cotisation patronale. Donc si on a un dentiste qui est sous le régime salarié, en gros, il a un taux de chargement d'à peu près 60% réparti à hauteur de 40% en charge patronale et 20% en charge salariale. Concrètement, ça veut dire que pour 100 euros versés au dentiste, il touchera en net 80 euros et il aura à acquitter 40 euros de charge patronale. Si maintenant je suis en indépendant, on oublie cette notion de salaire et de charge salariale et patronale. On est sur un taux de charge d'à peu près 40 à 45% qui est calculé soit sur le bénéfice dégagé par le professionnel s'il est imposé, je dirais en nom propre, soit sur la rémunération de gérance nette qu'il appréhendera s'il est dans un régime de société type CELARL. Il me semble que la majorité des chirurgiens dentistes en France sont en BNC. Je ne sais pas si tu Oui, confirmes oui, ça. oui. Et donc, en gros, quand on prend la moyenne des chirurgiens dentistes qui ont un revenu de 92, enfin un bénéfice de 92 000 euros et qui sont en BNC, ce que je disais, c'est que c'est taxé, ce BNC, il est taxé à peu près à 50%, 45%, 40, 50%. 45%, si après on rajoute effectivement des madelins, il y a un poids de charge sociale autour de 40-45% obligatoire. Hein. Donc je rappelle les 3 lignes de cotisation, l'URSSAF pour la partie allocation familiale CSG, les cotisations maladie et les cotisations retraite. Et donc ensuite, quand ce salaire il est appréhendé, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va rester dans la poche du dentiste, Oui. pas vraiment de parler de bénéfices, etc. Ça, c'est taxé par la tranche marginale d'imposition. Donc, qu'est-ce que c'est la tranche marginale d'imposition? Comment ça se calcule sur un salarié? Et comment ça va se calculer sur une personne qui est libérale? Alors, comment ça se passe? Donc, le professionnel établit sa déclaration de revenus professionnels, il constate un bénéfice. Ce bénéfice, il doit le déclarer à l'impôt sur le revenu et il sera soumis à la tranche marginale qui est fonction du foyer fiscal. C'est-à-dire, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, etc., etc. En fait, la tranche marginale dépend de l'ensemble des sources de revenus du foyer fiscal. Donc effectivement, si je suis célibataire et que j'ai un gros bénéfice professionnel type 100-150 000 euros, au cas particulier, tu parles de 92 000 euros. Donc effectivement, on peut penser qu'il sera sur une tranche marginale de 41%. D'accord? Donc ça veut dire qu'il payera un impôt très élevé sur son bénéfice professionnel. Donc, en gros, ça veut dire que l'ensemble des revenus du foyer fiscal sont comptabilisés dans le revenu global brut Oui, du foyer fiscal. Bon, là, tu considères le cas où la personne elle est seule, oui, parce qu'il faut savoir que, par exemple, s'il y a deux dentistes, par exemple, qui gagnent 92 000 euros, s'ils ont 2 enfants, et ben en fait, ils ont 3 parts. Donc, on prend le revenu total divisé c'est par ça. 3 parts, et à partir C'est de ça. soumis à la tranche marginale. Donc, en général, pour un salarié, comment ça se passe? Une personne qui est salariée pour calculer la TMI. Ça veut dire, par exemple, si la personne, elle gagne 30 000 euros, Oui. je crois que c'est de 0 à 9 000 euros, il n'y a pas d'imposition. Alors, il y a une tranche à 0, une tranche à 14, une tranche à 30 et une tranche à 41%. Et donc, au fur et à mesure qu'on a retiré les tranches, on passe à chaque fois aux tranches Exactement. supérieures. Et donc, pour une personne qui est libérale, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, le taux qui est impliqué, Non, ça c'est sera la même chose. C'est-à-dire, je reprends mais le elle est cas. faite par rapport au BNC. Ça veut dire qu'elle n'est pas faite par rapport au flux de trésorerie appréhendé, mais par rapport à la totalité Oui. chargée. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que par rapport à un salarié, ça veut dire pour un salaire similaire, la personne qui est libérale, elle va être taxée beaucoup plus parce qu'elle va tout de suite passer dans une tranche à 40%. Est-ce que c'est exact ce que vous me Alors, je ne vais pas le formuler comme ça, Guillaume. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bénéfice du professionnel, du dentiste qui est soumis à l'impôt sur le revenu, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il a eu ce bénéfice dans sa poche? Et là, la réponse est à nuancer parce que si jamais il y avait des emprunts sur l'activité libérale, le bénéfice qui est constaté, ce n'est pas le bénéfice qu'il a eu dans sa poche. C'est-à-dire que ces 92 000 euros ne sont pas
réellement arriver sur le compte privé du praticien. À la différence d'un salarié, si un salarié il a 2000, 2500 euros par mois, il les touche réellement. Donc il paiera son impôt réellement sur le salaire qu'il a perçu. Donc toi, ça va encore plus loin. Ça veut dire que tu dis On peut payer de l'impôt et des charges sociales sur un bénéfice que le professionnel n'a pas eu dans sa poche. donc ça veut dire que tu vas encore plus loin dans le sens où tu dis, bah voilà, il y a le bénéfice. À partir du moment où du chiffre d'affaires, on a déduit les intérêts d'emprunt, mais il y a certaines choses qui représentent du capital. Oui, qui ne sont pas Et déductibles. donc, sur les 92 000 euros, il y a du capital non déductible qui va être taxé à 40%, plus le fait que les charges Exactement. de 40% vont être taxées. Donc, si on veut vraiment simplifier les choses et éviter de parler de ce capital, on peut en gros dire que les 92 000 euros sont taxés à peu près à 50% par les charges Oui. et à peu près à 40% par la tranche marginale d'imposition. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, on peut parler là-dessus. Et donc là, l'intérêt du professionnel, c'est de se poser la bonne question et de dire, est-ce que j'ai un intérêt à rester sur un régime d'imposition en BNC libéral ou à opter sur un régime d'imposition type société, type CELARL, qui là va permettre de réellement payer ses impôts et ses charges sur un salaire que j'ai réellement appréhendé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est toujours de ramener à l'unité de base. Oui. Par exemple, quand on prend une personne qui a le SMIG, ok, quel est le salaire horaire d'une personne qui a le SMIG? Bah on va arrondir, c'est 10 euros brut. Donc On ça parle fait, net. Ça veut dire qu'est-ce ça qu'il fait y a 8 euros. 8 euros combien? Ouais, je ne saurais pas te dire, Guillaume. Après, il faudrait Ok. regarder. On va dire à peu près 8,50 euros. Ouais, 8, moi, je pense que c'est plus 8 euros, mais bon. Et donc, quand on prend le flux de trésorerie des 92 000 euros qui ont été taxés à 50% par les charges, qui ont été taxés après à la TMI, on obtient à peu près un résiduel de 1 533 euros par mois. Ouais. Est-ce que ça te paraît exact en free cash flow? Ouais, il faudrait peut-être affiner, je dirais quand même un peu plus quand même. Parce que dans les 92 000 euros, Guillaume, il ne faut pas oublier que normalement, tu as déjà les charges sociales qui ont été acquittées. Donc, je dirais plus 40-45 000. C'est-à-dire sur la tranche marginale d'impôt à 41%. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait 3 000 à 3 500 euros net d'impôt qui seraient perçus par le professionnel. Alors, on va reprendre le calcul ensemble parce que là, j'ai du mal à te suivre. Si, parce que dans les 92 000 euros en rythme de croisière, le praticien, il a déjà payé ses charges sociales qui sont déductibles. Il ne va pas les repayer une deuxième fois. Il va les payer aussi en anticipé. Non, mais normalement, elles sont déjà déduites. Ça veut dire que 3 ans après, ces flux de trésorerie qu'il va toucher, ils vont devoir être sortis. Oui. Et donc, on peut les comptabiliser. Alors, si on comptabilise en net, tu vois, on comptabilise. Alors, non, alors, si on voulait avoir une analyse très fine, il faudrait distinguer le professionnel qui s'installe et qui démarre dans l'activité du professionnel qui est en rythme de croisière et qui a un revenu constant d'année en année où, effectivement, là, les charges sociales sont déjà déduites pour partie de son bénéfice. Ce qui nous intéresse, c'est la majorité. Okay, oui, la majorité, c'est rythme de croisière. Voilà, donc on prend ces 92 000 euros qu'on impacte à peu près à 50%, parce qu'au-dessus, on n'a pas comptabilisé le capital qui ne dégage pas de cash, donc on va dire à 50%. OK. Donc ça nous fait du 46 000. Ces 46 000 vont être taxés avec une TMI à 40%. Ça veut dire x 0,40, on est d'accord ou pas? Oui. Donc on obtient 18 400 euros. Donc ça, c'est un free cash flow, ok, qu'on ramène au taux mensuel. Ça veut dire sur 12 mois. Ok. Et donc là, on obtient 1 533 euros. Oui. Et donc, c'est ce que je t'avais dit, c'est 1 533 euros qui est appréhendé. Oui, ramené par rapport à ce que tu disais à un salarié. Voilà. Oui. Et donc maintenant, on peut savoir aussi qu'en moyenne, les dentistes travaillent entre 40 et 50 heures par semaine. Ce n'est pas le cas de tous, mais la moyenne française, c'est ça. Donc si on ferait une moyenne à 45 heures, on obtient un salaire horaire de 7,9 euros par heure. Donc là, on peut se rendre compte qu'en fait, quand on analyse vraiment le flux de trésorerie, c'est finalement inférieur à une personne qui a un SMIC. Est-ce que jusqu'à là, tu es d'accord avec ce que je dis ou non? Oui, sur le raisonnement global, oui. Ok. Et donc, tout ça pour dire qu'un dentiste, en moyenne, quand il s'installe au début, je crois qu'il doit faire à peu près 7 ou 8 années, c'est ça? Et un doctorat, c'est 8 ans. Parce que souvent, il repique ta première année. Plus, ensuite, tu as les investissements. Donc ça, c'est la moyenne aussi. Hein. Oui. Tu as les investissements pour une ouverture d'un cabinet. Toi, tu dirais que c'est combien un investissement pour ouvrir un cabinet dentaire en moyenne? Alors, tout dépend. Après, si je m'installe, que je crée, à mon avis, c'est autour de 80-100 000 euros.
Maintenant, si je rachète une clientèle, si je rachète des parts d'une société, etc., ça peut être plus cher. Ça sera plus cher, mais l'avantage, c'est que j'ai des revenus tout de suite, puisque je rachète une affaire qui tourne, quoi, avec la clientèle du successeur. Mais effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, il y a le coût des études qui est non négligeable, et deux, c'est le coût de l'installation, soit par la création, soit par le rachat d'une clientèle, quoi. Donc moi, j'avais entendu dire qu'en moyenne, donc ça c'était un vrai spécialiste sur la gestion du cabinet dentaire qui parlait, le gars il faisait ça toute sa journée, il s'appelle monsieur Robert Macario, il disait que ça représentait un investissement de 200 000 euros. Est-ce que ça te choque qu'on dise que l'installation d'un dentiste, ça représente un investissement personnel de 200 000 euros? Non, mais après tout dépend après j'irais du cabinet, de la spécialisation, du lieu géographique. Est-ce on achète des murs, est-ce qu'on n'achète pas des murs? Ça, je veux dire, il n'y a pas d'avis tranché, bon, quoi. C'est chaque cas. Ça peut être. Non, ça peut être 100 000, comme 200, comme 300 000. On va dire 200, parce que c'est ce que ce monsieur Ouais. disait. Ok. Donc si maintenant on pense au coût d'opportunité, ça Oui. veut dire que si cette personne, pendant 7 ans, elle avait travaillé un SMIC, elle avait touché un SMIC, ok, elle aurait perçu à peu près 115 000 euros. Oui. Ça te choque pas non plus, ça te paraît logique? Bah, il faudrait. Bon, moi j'ai calculé à peu ouais, près ça. ouais. Maintenant, quand tu fais des études, tu as des frais de scolarité, des frais de logement, des frais de nourriture, que je pense qu'on peut estimer sur cette année, pour les parents, ils doivent faire quand même un sacrifice pour leurs enfants, à peu près à 56 000 euros. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une différence, en fait, entre ce qu'il aurait touché entre le SMIC, il faut quand même qu'il mange, etc. On peut quand même compter un différentiel d'à peu près 59 000 euros. Mhm. Ça veut dire qu'il aurait pu économiser 59 000 euros. Et s'il avait pris ces 59 000 euros et puis ces 200 000 euros d'installation et qu'il avait acheté un immeuble, imaginons avec une rentabilité de 11%. 11%. Ouais, sur un immeuble de rapport, par exemple. Ouais, alors attention, 11%, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de rentabilité brute, c'est-à-dire avant charge, ou est-ce qu'on parle de rentabilité nette? Si on parle de rentabilité nette, Ça n'existe pas. ça n'existe pas, c'est ce Voilà, que on est j'allais dire. d'accord. Aujourd'hui, les statistiques là-dessus sont très claires. En immobilier locatif, je veux dire, dans le neuf, on est plus sur de la rentabilité autour de 2% net. Et dans l'ancien, en moyenne, on est entre 4 et 5% net. Mais ça, c'est une personne qui va. C'est des investir- moyennes, hein, ça, mais une- c'est la réalité. La hein. moyenne des gens qui investissent dans l'immobilier n'ont pas forcément une connaissance du secteur. C'est des gens qui investissent sur des coups de cœur et qui ne vont pas investir Oui, sur du. mais la réalité, c'est ça. Mais c'est parce que c'est des gens. Maintenant, on va C'est- prendre le cas où une personne, elle aurait placé efficacement un capital comme ça. Oui, Ok. Et donc, dans ce cas-là, elle générait à peu près 2300 euros de revenus sur un investissement de 259 000 euros sur un immeuble, à peu près 2300 euros. Ça veut dire que par rapport au coût d'un achat d'immeuble, ça veut dire que c'est presque plus rentable d'acheter un immeuble pour une personne que de faire des études quand on voit ça. Surtout quand on analyse. Parce qu'il faut savoir aussi que je pense qu'il y a un risque quand on est des salariés, je crois que c'est les prud'hommes. C'est ça. oui. Donc ça veut dire qu'en tant qu'employeur, tu peux très bien aller au prud'homme. Est-ce que tu as déjà vu des clients à toi qui vont au prud'homme, qui ont des soucis? Oui, ça peut arriver, ça. Est-ce que tu as déjà vu aussi qu'il y a des risques de faillite? Je sais pas si tu as entendu Oui, parler. ça peut arriver, même chez les professionnels libéraux. Et donc dans ce cas-là, on peut carrément, dans ce cas-là, se retourner sur le patrimoine personnel de la personne. Oui, s'il a mal été conseillé ou si ça a été mal protégé au moment de l'installation. Et il y a aussi certains risques qui sont inhérents à la pratique, Oui. comme des risques de procès. Mais bon, là, qui normalement sont couverts par les assurances professionnelles. Oui, mais après, il y a quand même j'ai une collègue Mais les assurances professionnelles qui ont un coût. oui, qui ont un coût, mais c'est pareil, ça prend du temps. Il va falloir Oui, gérer oui. tout ça, ce temps, c'est pas forcément rémunéré, ça crée du stress à l'intérieur, enfin les gens sont stressés. Mais est si quand on même une revient, profession- si on revient, On est quand même une ouais, profession qui est au top niveau burn-out. Ça veut Ouais. dire qu'on est la profession s'est passée dans un quotidien du dentiste il n'y a pas longtemps, qu'on est vraiment dans la lettre. Il y a le plus de burn-out, je crois après, je sais plus après, enfin on est dans le top. d'accord. Ça veut dire qu'il y a 50% des gens en burn-out. Donc quand on analyse tous ces chiffres-là, c'est des chiffres qui Si sont moi je factuels. dois synthétiser, Guillaume, par rapport à cet échange intellectuel que l'on a, c'est deux choses. C'est que la première, effectivement, je pense que on doit faire le métier qu'on a envie de faire et qu'on aime faire. Celui qui veut être dentiste, c'est qu'il a envie d'être dentiste. Là où il faut être vigilant, bah, c'est dans le choix du mode d'installation et d'exercice de la pratique dentaire. Aujourd'hui, soit on peut le subir, et là tu fais la démonstration par A plus B que si on n'est pas vigilant, bah, je peux me retrouver à subir des contraintes sociales, des contraintes fiscales, des contraintes de burn-out, de temps de travail, etc. Parce que je fais peut-être le métier que j'aime, mais je n'arrive pas à en vivre ou je suis débordé par un tas d'aspects. Ou alors, je m'installe
en optimisant mon statut juridique, mon statut social, mon statut fiscal, qui va me permettre de pouvoir exercer de la meilleure façon qui soit et surtout d'avoir une qualité de vie et une qualité de revenu qui soit la plus optimale pour moi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, après, on ne peut pas comparer. Je suis d'accord avec toi, si tu veux mettre en évidence le rapport par rapport à quelqu'un qui est au SMIC ou par rapport à quelqu'un qui fait de l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même, je vais dire, c'est un métier, je veux dire, soit… un exemple, Rémi. Oui, non, mais soit on le fait à évident. titre professionnel, et là, je suis un professionnel de l'immobilier, je ne suis plus dentiste, soit je le fais à titre patrimonial, parce que c'est un outil de diversification. Mais en aucune façon, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait vivre de l'immobilier, il peut le faire tout de suite comme ça en s'installant, quoi. Donc ça, c'est un débat qui n'est pas… Non, mais si on Ça, je ne suis synthétise. pas d'accord avec toi. Ouais, non, mais ça, on pourra en reparler, quoi. Voilà. Donc je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ça veut dire, effectivement. Par contre, ce qui est quand même choquant, c'est pas ce que tu dis, c'est que se rendre compte qu'après un doctorat, après avoir fait quand même beaucoup de temps de sacrifice, de travail, ok, qui tous ces risques, et que finalement, on se retrouve, si on ne fait pas d'optimisation fiscale, parce que c'est un peu le terme que tu as Alors, expliqué. pas fiscal, c'est d'ailleurs de trouver le meilleur statut, et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de statuts qui sont ouverts aux professionnels, qui permettent d'allier la pratique et l'envie de pratiquer avec la possibilité d'avoir, je dirais, des revenus corrects dans une société bien verrouillée sur un plan social, sur un plan fiscal, etc. Mais force est de constater que la moyenne de la profession ne fait pas ça, et que la moyenne est un peu Non, spoliée. et donc quand Et un on peu s'installe, mais ça c'est valable dans tous les métiers, que ce soit profession libérale, chef d'entreprise ou autre, c'est de bien réfléchir en amont à l'installation, quel est le meilleur choix, quel est le meilleur statut fiscal, social, juridique que je vais prendre pour exercer. Voilà, donc c'était une vidéo un peu pour mener une réflexion D'accord. sur la comparaison et pour se rendre compte aussi que le législateur commence aussi à augmenter la pression sur les salariés, enfin sur les libéraux, excuse-moi. Oui, Donc, d'autant plus qu'avec les par réformes les actuelles. obligations Ouais, tout à fait. d'affichage, par les obligations de reste à charge, etc. Par tout ça, ça complique énormément. Oui, je Dire, suis d'accord. Ça met une pression importante sur le libéral, en plus de tout ce qu'on a dit. Donc voilà, je pense qu'il faudrait un peu réfléchir là-dessus pour le législateur s'il nous regarde.